va pouvoir commencer. Bonjour à tous. Vous nous entendez bien, il n'y a pas de souci? Ok. Alors, donc comme on le disait, on va présenter un petit peu la période Sengoku dans la culture visuelle japonaise. Alors pour faire rapidement les présentations, je suis Alderian. J'ai découvert la période Sengoku, comme éventuellement certains d'entre vous, en 2012, il y a l'animé Oda Nobuna no Yabo, qui m'a du coup intéressé à la véritable histoire derrière l'animé, et plein de médias liés, des lectures très nombreuses. Éventuellement passer pour que vous voyez à quoi ça ressemble tout ça. Et je vais donner dire un mot vite fait. C'est un peu la même chose. Hein. Je suis RD Network par élimination. C'est un petit peu la même, c'est-à-dire que c'est un contexte historique que j'ai découvert évidemment par des mangas, des animés et ce genre de choses. Et c'est aussi ça qui nous amène à vous en parler aujourd'hui. Et de toute façon, c'est aussi, je pense, c'est partagé par Alderian, qu'on a un intérêt culturel pour le Japon en général en tant que bons otaku. Voilà. Et du coup, l'idée, c'est de mieux comprendre ce contexte historique. Et ça passe par des explications qui sont culturelles et historiques, mais on va essayer de rendre ça un petit peu dynamique et de ne pas faire un cours d'histoire d'une heure qui ne passionnerait personne. Mais bon, pour comprendre un peu les références dont on va parler, même si vous connaissez probablement un certain nombre de noms de généraux et autres, on va quand même commencer par mettre les choses au clair au niveau de l'histoire. Alors on voit que ceux qui sont considérés comme les trois unificateurs du Japon, donc Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi et Tokugawa Ieyasu. Donc, alors en quelques mots, la période Sengoku, qui est la période dont on va parler, où ces figures sont présentes dans l'histoire du Japon, littéralement, ça veut dire l'époque des pays en guerre, ce qui résume un petit peu la situation. C'est une période en fait de guerre civile au Japon, où les multiples clans du Japon s'affrontent pour agrandir leur territoire, ou bien même pour les plus puissants, pour s'approprier le pouvoir central, c'est-à-dire la capitale. Et pour du coup situer dans le temps, on se place au XVIe siècle. On va essayer de présenter de manière ça claire, avec une petite frise. Ce qu'on peut voir rapidement, c'est que il y a la subdivision historique du Japon. On a ce qu'on appelle l'époque Muromachi, qui correspond en fait au shogunat Ashikaga. Donc c'était les seigneurs Ashikaga qui dirigeaient le pays à la place de l'empereur. Et donc on voit que la période Sengoku, en fait, c'est une petite partie de cette époque-là. Et pour être tout à fait précis, vu que c'est une sous-division, elle s'arrête à la fin du règne du dernier shogun Ashikaga, c'est-à-dire en 1573, quand Oda Nobunaga justement le fait partir de la capitale. Voilà, donc pour rappel, pour ceux qui ne sont pas forcément au courant, mais qui ont peut-être sans doute déjà entendu ce terme-là, le shogunat, c'est un gouvernement militaire qui a l'ascendant sur le gouvernement administratif qui était celui de l'empereur du Japon à l'époque. Mais donc du coup, il y a une période de transition avant l'établissement d'un nouveau shogunat, celui de Tokugawa, c'est-à-dire ce qu'on connaît aussi comme l'époque Edo. C'est ce qu'ils ont appelé la période Azuchi Momoyama, mais dans la pratique, on la confond totalement au niveau de l'imagerie avec la période Sengoku. Donc quand on va parler de l'imagerie de la période Sengoku, on va en fait aller de 1477 à un petit peu même après. Ce qu'on retient comme point de départ de la vraie entre guillemets période Sengoku, d'ailleurs vous remarquerez des fois on dira époque, des fois on dira ère, des fois on dira période, même les japonais ne sont pas d'accord pour le vocabulaire à utiliser, donc rassurez-vous, c'est normal. Le point de départ en fait c'est la guerre entre deux puissants clans qui s'appelle la guerre d'Onin, qui va littéralement plonger le pays dans le chaos en fait. Et au passage ils vont brûler la moitié de Kyoto. Hein. Rien que ça. Et donc du coup, il va y avoir énormément de clans qui vont se disputer leur territoire pendant un bon paquet d'années. Et c'est vraiment avec l'arrivée d'Oda Nobunaga qu'on va commencer à voir les choses évoluer vers un processus d'unification. Ouais. En fait, on est déjà au milieu du XVIe siècle, autour des 1550-1560. Donc vous voyez que de 1477 à 1550, personne n'a avancé, ils se sont juste tapés sur la gueule. Et donc l'unification, elle s'est poursuivie après la mort de Nobunaga par son successeur, qui est aussi une des figures dont on va parler, qui s'appelle Toyotomi Hideyoshi, qui prend sa succession et qui accomplit en fait l'unification, notamment sur le plan militaire, en soumettant tous les autres clans qui restaient. Mais n'étant pas noble lui-même, il n'a pas pu être shogun et il n'a pas pu contrôler le pays en tant que tel. Et donc du coup, c'est vraiment Tokugawa Ieyasu, un de leurs alliés, qui a pu, à la mort d'Hideyoshi, prendre le relais. Lui, il était noble, donc il s'est fait nommer shogun par l'empereur, et il a du coup mis sa dynastie au pouvoir. Et donc en général, l'imagerie qu'on considère quand on parle de la période Sengoku et toutes les références que vous pouvez trouver, en général, ça va s'arrêter dans ces eaux-là. Parfois, ça pousse jusqu'en 1615 avec une bataille qui s'appelle le siège d'Osaka, où justement Tokugawa Ieyasu, le troisième larron de la bande, élimine directement le clan Toyotomi. Et là, en général, on ne parle plus vraiment d'époque Sengoku. Non, là, on part vraiment dans l'ère Edo, c'est une autre chose. Voilà.
Et donc pour présenter un peu mieux les trois unificators qui sont vraiment les figures qu'on verra revenir tout le temps, voilà déjà leurs emblèmes respectifs, donc de gauche à droite, le clan Oda, le clan Toyotomi et le clan Tokugawa. Petite note de passage, vous savez qu'en japonais les noms sont à l'envers, donc techniquement Oda Nobunaga, son prénom est Nobunaga. Mais pourtant, on ne dit pas Nobunaga Oda, même quand on est en France. Le fait que la figure historique soit restée en tant que telle fait qu'on le lit toujours dans le nom japonais, même dans les langages occidentaux. La seule exception, c'est au niveau justement de l'adaptation dans les mangas. On le retrouve dans le sens, disons, occidental pour ne serait-ce que pas paumer le lecteur. Mais c'est vraiment établi que toutes les figures historiques sont présentées entre guillemets à l'envers, quoi. Et donc vous imaginez l'enfer pour les traducteurs. Donc on va commencer par Oda Nobunaga, qui est probablement le plus connu des trois, et le premier en termes chronologiques. Au départ, Oda Nobunaga, en fait, c'est un seigneur mineur d'une petite province qui va se frayer un chemin jusqu'à la capitale, notamment par son génie militaire, on peut le dire, son génie tactique, et aussi sa maîtrise des armes à feu, ce qui était très inhabituel à l'époque. Et en général, dans les représentations culturelles d'Oda Nobunaga, il va souvent être représenté par lui, ses signes vestimentaires distinctifs et une arme à feu. Parce qu'il n'a pas été le premier à utiliser les armes à feu, mais il a vraiment, on va dire, presque théorisé l'utilisation qui en a été faite au cours de la guerre. Et ce qui a du coup vraiment fait sa marque de fabrique. On le voit toujours un peu affublé d'une arquebuse. Donc, c'est les premières conquêtes d'Oda Nobunaga qui vont marquer en fait le début de l'unification du Japon en tant que tel à l'époque. Il a eu un rôle central avec des grosses batailles emblématiques, des actes assez même odieux. Il est assez reconnu pour des actes qu'on pourrait qualifier de barbares, très nettement. Complètement. Ça... Mais en 1560, il faut se dire qu'en fait, il est encore inconnu. Mais il se fait connaître en éliminant le général Imagawa Yoshimoto, alors qu'il avait un effectif 10 fois moindre. Parce qu'en fait, c'était que le seigneur Imagawa était situé un petit peu à l'est de la province de Nobunaga, et il marchait sur la capitale pour prendre le pouvoir. Il voulait se faire nommer shogun, sauf qu'entre-temps, il est passé par la case Nobunaga, et alors que c'était personne sur la carte, il a réussi par un coup d'éclat à le faire tuer au cours d'une bataille, ce qui a complètement changé la suite des événements. Et juste une petite anecdote qu'on peut raconter pour vous faire bien comprendre que c'était quelqu'un de très sympathique. Il s'est très violemment opposé à des factions bouddhistes au cours de sa vie, donc notamment dans ce qu'on appelait le mont Hiei, qui est une montagne sacrée qui est à peu près au nord de Kyoto. Nobunaga, il n'était pas très content qu'il s'oppose à lui, donc il a lancé son armée et il a brûlé les bâtiments, et on compte à peu près 20 000 moines massacrés. En gros, il a remonté la montagne en brûlant tout sur son passage jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne en vie. C'est moines, femmes et enfants. Également, un des sièges qui est à son actif, c'est une ville côtière, la ville de Nagashima. Il a fait plusieurs sièges en quelques années, sièges qui sont révélés infructueux. Et à un moment, il en a eu bien ras-le-bol. Il a fait un blocus maritime, il a construit une palissade tout autour de la ville, et puis il a mis le feu à la ville. Et il a attendu que les 20 000 personnes de la ville décèdent. Voilà, donc voilà, c'est difficilement compréhensible de voir pourquoi il aurait des rivaux. Mais il a été trahi, figurez-vous, par un de ses subordonnés qui est connu aussi, dont le nom est très connu simplement parce qu'il aurait assassiné Nobunaga, qui s'appelle Akechi Mitsuhide, dont on reparlera un petit peu également. C'est vraiment du coup la figure du traître, le Judas de cette époque, puisqu'il l'aura assassiné en fait à un moment où normalement Nobunaga est totalement en maîtrise du Japon. C'est plus qu'une question de temps avant qu'il domine tout le pays. Il est simplement en déplacement autour de Kyoto, là où toute son armée est présente, mais il s'est arrêté dans un temple, le Honnoji, et Akechi Mitsuhide, il est venu avec ses petits lieutenants, et il a entouré Nobunaga qui n'était là qu'avec une dizaine de gardes, et il a mis le feu au temple en provoquant la mort de Nobunaga. Mais malgré tout, Nobunaga, il est quand même reconnu pour être assez iconoclaste, surtout pour l'époque. Donc il rejetait les traditions religieuses, il avait un grand intérêt pour la technologie, on a vu avec la maîtrise des armes à feu et ce genre de choses. Il a amené beaucoup d'apports étrangers, ce qui était très rare à l'époque. Vous imaginez bien au Japon, qui est un pays déjà naturellement isolé et après politiquement un petit peu également. Et donc il a instauré aussi une certaine forme de méritocratie au sein de son armée, ce qui en faisait quelqu'un de finalement assez moderne pour son temps sur le plan militaire, tactique, tout ce qui peut s'en suivre. Et son opposition, comme on le disait, aux factions bouddhistes a un petit peu à voir avec le fait que comme il ne croyait pas au Bouddha, il n'hésitait pas à détruire des statues ou à les réutiliser pour des temples ou des constructions si ça l'arrangeait. Il n'avait aucun problème avec ça. Le deuxième larron, Toyotomi Hideyoshi, qui est un suivant de Nobunaga et qui a la particularité d'être, on pourrait dire, de basse extraction, et on ne connaît pas grand-chose sur sa jeunesse en tant que telle.
Et surtout, il faut vous imaginer qu'à l'époque au Japon, c'était très courant qu'une personne porte plusieurs noms en fait au cours de sa vie. Et Toyotomi, justement, par son ascension sociale, il en a eu beaucoup, mais par simplicité, on n'utilise que le dernier, et c'est le seul pour lequel il est connu. Oui, parce que quand une personne naissait, on lui donnait un nom. Quand il passait à l'âge adulte, on lui donnait un nom. S'il prenait un titre donné par la cour, on lui donnait un autre nom, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il en ait au moins une bonne dizaine, si c'était une personne importante. Donc, de manière générale, on ne cherche pas trop à se compliquer la vie. On prend toujours le dernier pour lequel il est connu, parce que sinon, on s'y perd très très vite. Lui, alors autant si Oda était très réputé pour son génie militaire tactique, bizarrement, un truc qui a survécu à Toyotomi Hideyoshi, c'est qu'on le compare à un singe à cause de son visage. Bon, il y a un léger différentiel de réputation, on va dire, mais il a quand même été très marquant parce qu'il a eu un statut de régent auprès de l'empereur qui est très marqué. Pour que ça a tellement marqué pour qu'en fait son clan, l'emblème de son clan a été repris. Celui qu'on voyait juste avant. Donc le deuxième qu'on voyait juste avant, tu peux le remonter. Oui. Donc l'emblème que vous voyez ici, central. Ça a tellement marqué les gens, son règne en tant que régent de l'empereur, qu'à partir de la restauration Meiji, c'est-à-dire le retour au pouvoir de l'empereur. C'est ça, donc à la fin du 19e siècle, on a choisi son emblème pour l'emblème des premiers ministres du Japon. Donc aujourd'hui, si vous regardez une conférence de Shinzo Abe, si ça vous intéresse, vous verrez sur son petit pupitre cet emblème, puisque c'est le sceau des premiers ministres du Japon. Et ça vient de l'époque Sengoku. Mais comme on le disait, c'est important de le souligner, sa ressemblance avec un singe, c'est pas anecdotique, c'est que une grande partie de la mémoire qu'on a de ces figures-là repose sur quelques faits historiques, une ressemblance, et on va s'appuyer dessus pour reproduire ces représentations sans fin. Bon, malgré tout, il a quand même essayé de faire pas mal de choses. Il a essayé d'envahir la Corée, il n'a pas réussi. Il a essayé d'envahir la Chine, il n'a pas réussi non plus. Mais il aurait quand même, à ce qui paraît, dans la légende, il aurait réussi à construire un château en une seule nuit, ce qui est un bel exploit militaire. Mais donc ça, on le garde à son crédit. On a juste un peu oublié ses échecs avec la Chine et la Corée. Voilà. Mais malgré tout, il reste assez marquant, notamment en tant que suivant de Nobunaga. Et le troisième, qui est Tokugawa Ieyasu. Le dernier. Et comme on le disait, il servait à la base Imagawa Yoshimoto. Il est simplement passé dans le camp Nobunaga quand du coup ce dernier est mort, comme on le disait. Donc il était allié de Nobunaga, mais il n'a jamais été vraiment son vassal. C'est ce qui lui a permis d'être très indépendant et en fait de se trouver un petit coin, le coin d'Edo qu'il a fortifié, qu'il a développé, qu'il a industrialisé et qui est devenu Tokyo. Et à la mort d'Hideyoshi, il a pris tout simplement, il a fait main basse sur le pays dans une grande guerre contre les partisans de feu de Hideyoshi. Et donc c'est lui qui a vraiment pris la suite, qui est devenu shogun et qui a au final le plus réussi. Voilà, et c'est aussi bizarrement le moins barbare des trois, donc finalement il est arrivé au bon endroit au bon moment. Et c'est d'ailleurs celui qui est le plus souvent éclipsé dans les représentations parce qu'en fait il n'y a pas grand chose de particulier à son sujet. Il y a une vague ressemblance avec un raton. Oui, comme il était un peu gros, on le comparait à un tanuki, du coup c'est un truc qui restait. Mais bon, c'est assez soft par rapport aux deux autres, on va dire. Il y a le guerrier, le mec qui a foiré à envahir la Corée et la Chine, et puis il y a le tanuki. Bon. Je pense qu'il y en a un qui préfère une réputation aux autres. Et en résumé, on vous a présenté 3 figures, mais vous pensez bien qu'il y en a un bon paquet qui sont restés. Et comme on le disait, c'était vraiment lié à une image marquante. Ça peut être notamment autour des casques. Là, en l'occurrence, c'est Takeda Shingen, un des grands opposants de Nobunaga qu'on présente, qui avait justement son symbole de casque très agrémenté. Donc on aperçoit un festival dans la ville de Karatsu qui fait trimballer énormément de chars, dont le casque de Takeda Shingen. Il a aussi un festival à son nom dans la ville dont il provient, où les gens représentent son armée. Il y a une personne qui prend sa place, comme on le voit sur l'image. Et puis il y avait du coup, si on parle de Takeda Shingen, Uesugi Kenshin, leur rivalité était légendaire, donc on les associe toujours, ils vont toujours de pair. Donc là aussi, des différentes représentations du personnage. C'est un grand guerrier, un petit peu efféminé comme on le voit en bas à gauche. Mais aussi, comme on parlait du casque, le casque le plus marquant, c'est celui de Date Masamune. Et en fait, justement, l'intérêt, c'est aussi de montrer qu'il y a eu des figures marquantes, même si elles n'ont pas fait partie des 3 dont on parlait, qu'on a remémoré pour des trucs très particuliers, notamment Date Masamune, qui est réputé comme un borgne avec un casque lunaire, ce qui est assez, entre guillemets, badass, on pourrait dire, mais bizarrement, il n'a pas été retenu comme homme politique ou militaire.
Bah, surtout que, évidemment, si on creuse, on va trouver des faits militaires à sa gloire, mais il n'a pas joué un rôle majeur dans la politique de l'époque, mais simplement, bah, il avait une image beaucoup plus forte que les autres, donc on l'a retenu bien plus, on le voit très très souvent revenir. Voilà, par exemple, c'est un des personnages principaux, si je ne me trompe pas, de la série Sengoku Basara. Oui, Et tout à vu fait, que voilà, c'est un des c'est héros. très centré sur les combats, la baston, le sang, bah voilà, Date Masamune est très très approprié pour ce genre de choses. Hop. Mais après, voilà, ça c'est toutes sortes de représentations. Elles sont pas complètement gratuites, parfois elles le sont, mais bon. Et elles servent différents buts. Ce qui est intéressant, par contre, pour Nobunaga, c'est qu'on a généralement deux visions de lui. C'est soit plutôt positif sur l'élan poétique d'unification, le génie militaire et économique, ou alors la figure très négative justement de celui qui a orchestré énormément de massacres, qui a tué tous ses opposants. Donc on alterne d'une œuvre à l'autre à une représentation parfois très différente de Nobunaga. Maintenant, voilà, il faut bien aussi se rendre compte que... tu peux passer à la suivante. Donc, quand une œuvre, le cours d'histoire est fini, hein, maintenant on va passer à la partie vraiment intéressante, si j'ose dire. Quand une œuvre fait référence de façon plus ou moins explicite à la période Sengoku, parfois c'est totalement gratuit, ça n'a aucun intérêt historique, c'est juste pour le lol, on pourrait dire. Et si c'est une référence à un personnage, c'est souvent une façon de comparer, en fait, par citation, ce genre de choses, le personnage de l'ère Sengoku au personnage de l'œuvre dont on associe le caractère et ce genre de choses. Ou par exemple, si on a une référence à une bataille, à un événement très précis, on souligne la proximité des situations, éventuellement on laisse des indices, on peut faire du foreshadowing en faisant une comparaison avec un événement historique très connu. Et du coup, à partir de là, on peut considérer que dans ces cadres-là, utiliser la période Sengoku, c'est pas une fin, c'est plus un outil de narration. Et bon, comme on l'a dit, c'est très très présent, donc il est évident que les simples références aux figures clés de la période Sengoku, on en a énormément, surtout sur les trois unificateurs, donc on va pas les référencer sur des pages et des pages. On va 5-6 heures. Voilà. Mais parfois, ça a l'air gratuit, mais ça l'est pas totalement. Là, par exemple, on a une image issue du manga Hikaru no Go. On dirait pas, mais oui. Voilà, c'est un chapitre bonus d'Hikaru no Go qui présente en fait, comme les protagonistes du manga sont des collégiens, c'est une pièce de théâtre de collège comme n'importe qui joue l'assassinat de Nobunaga au temple Onoji. Et en fait, ça fait référence à une partie de Go qui a été jouée devant lui la veille de sa mort et qui a atterri à une citation extrêmement rare qui immobilise le jeu, qui est le triple Ko. Et en fait, depuis, le triple Ko est devenu mauvais présage suite à sa mort. Et donc c'est exactement cette anecdote que représente le manga Hikaru no Go. Ouais, donc là on a un exemple de double référence, c'est-à-dire on fait référence à une situation et on utilise en plus la symbolique du Go de Hikaru no Go liée avec la symbolique de Nobunaga dans la période Sengoku. Donc ça peut aller très loin. Mais parce que par contre le récit historique pur et dur, il y en a quand même assez peu, c'est assez marginal. Mais on a quand même quelques mangas là dans les années 70-80, notamment ceux de Yokoyama Mitsutero qui a fait des séries en fait sur Oda Nobunaga, Takeda Shingen et Tokugawa Ieyasu. Ici ça vient justement de Takeda Shingen, ça représente la maîtrise des chevaux, des cavaliers de la région de Kai, qui est la région d'origine de Takeda Shingen, parce que les attaques de cavaliers sont vraiment devenues la marque de ce clan. Et donc en fait on va retenir surtout que ce fameux trio d'unificateurs, en fait en écho à leur comportement politique ou militaire, ils font l'objet d'une comptine qui est très très connue par les élèves au Japon. Donc là vous pouvez voir des illustrations qui illustrent en fait les trois parties de cette comptine. Il y a vraiment leur caractère qui est résumé en une phrase, c'est celui qui tue Oda Nobunaga, celui qui manipule Hideyoshi et celui qui attend son heure, Ieyasu. Mais bon, on va pas se leurrer. Parmi les... c'est la suivante, on va bien illustrer. Une des utilisations les plus claires et nettes, et surtout récemment de la période Sengoku dans les œuvres culturelles japonaises, c'est le comique de référence tout simplement. C'est-à-dire l'art de la référence, c'est quelque chose de très présent déjà de base dans la comédie de toute façon. C'est un but assez évident, surtout quand on connaît déjà le style comique des Japonais dans peu importe... le comique de référence, voilà. Ils aiment ça. Ils adorent ça de toute façon, dans les mangas ou les animés, mais même aussi dans les dramas ou autre chose. Et la plupart des œuvres qui se contentent d'une petite référence textuelle ou visuelle sans l'intégrer... généralement, effectivement, ça correspond à du comique de référence. Voilà, en général, c'est tout le temps ça. Mais pour autant, certaines œuvres, on peut pas dire qu'elles ont des références, c'est que c'est littéralement que ça. Et on a eu la chance d'en avoir deux la même saison. Si vous avez suivi l'animation japonaise l'hiver dernier,
On a eu 2 exemples qui étaient très explicites, qui s'appellent Nobunaga no Shinobi Qu'on a en illustration. et une autre qui s'appelle Sengoku Choujo Giga, qui sont des animes courts tous les deux avec des épisodes de 3 minutes 30 si je me trompe pas, ou 3 minutes. 3 minutes pour Chojiga et 5 pour Nobunaga Voilà. Shinobi. Donc Sengoku Shija fait 25 épisodes, Nobunaga no Shinobi fait une saison de 26 et il y a une nouvelle saison qui commence bientôt qui va faire 26 épisodes aussi. Donc vous pouvez les regarder, c'est disponible sur Crunchyroll, je crois. Sur Crunchyroll, ouais. Voilà, donc vous pouvez les regarder gratuitement. Et pour le coup, Nobunaga no Shinobi, c'est un récit historique étrangement très précis, mais très ridicule, puisque c'est inspiré, donc c'est adapté d'un ce qu'on appelle un yonkoma, un gag manga, si vous voulez. Vous avez ces cases, voilà. Donc on a un exemple du manga japonais ici, il n'est pas sorti en France, où c'est des gags sur 4 cases à la verticale. Et en fait, ces trucs-là sont enchaînés, mais très cadrés dans le vrai récit historique, qui c'est à 95% vrai, ce qui est dit, de la période Sengoku et de la vie notamment d'Oda Nobunaga. Bon, par contre, Sengoku Choujiga, c'est un peu plus le bordel, parce que c'est un ton très très décalé, excentrique. Pour vous donner, donner une idée à quoi ça ressemble, Chojiga, c'est ça. Voilà, ça ressemble à ça. C'est un animé qui ressemble à ça, où vous voyez des figures se déplacer sur ce fond dessiné avec des... je sais pas très comment on parchemin, ça, voilà, c'est un peu parchemin, un peu vieux papier japonais. Mais sauf que c'est très déjanté, excentrique. En fait, ça va se centrer sur des très très petites anecdotes ou des légendes urbaines sur des personnages de cette époque-là, et en faire une parodie avec tous les personnages sous forme d'animaux. Donc c'est quelque chose qui est très courant, je crois que c'est plus ou moins la traduction littérale de Choujo Giga, qui revient en fait à faire des caricatures avec des personnages historiques transformés en animaux. Et c'est le cas par exemple de cette série où on parlait de Hideyoshi qui était représenté en singe. Dans cette série-là, ça tombe bien, c'est un singe. Littéralement. C'est pareil, Ieyasu c'est aussi un Ieyasu est un tanuki, voilà. Nobunaga c'est une pie. C'est une pie, voilà. Bon, après, on pourrait chercher pendant des heures la symbolique de tel ou tel animal, mais c'est pas forcément le but. Et la série consiste juste, vous avez une narration qui vous dit à la fin, qui raconte le début d'une vraie anecdote historique. C'est narré par une double très connue au Japon qui s'appelle Megumi Yashibara en plus, donc ça a une certaine réputation. Et elle vous raconte une anecdote, l'anecdote se déroule pas, et du coup elle vous raconte à la fin, voilà comme c'est passé cette scène, ou pas. Et chaque épisode se termine comme ça, et c'est des épisodes de 3 minutes. Et c'est souvent en fait des références assez pointues. Là on a juste montré 2 qui sont les plus explicites, on va dire. Celle-là représente en fait Takeda Shingen, on le voyait juste avant, et là il est en train de chercher sa bannière, sa devise qui est vraiment associée à sa personne, qui est une citation en fait de l'art de la guerre de Sun Tzu, qui est Furin Kazan, qui veut dire littéralement forêt, feu, montagne, vent, forêt, feu, montagne, pardon. Vent, forêt, feu, montagne, oui. Et qui sont en fait chacun un attribut que l'armée doit posséder selon notre cher Sun Tzu. Et sauf que là, Shingen il se souvient pas de ce qu'il y a entre forêt et montagne, voilà, et il a un doute. On le voit essayer des kanji, enfin des idéogrammes japonais, chinois plutôt, en essayant des trucs au pif, et ça donne des jeux de mots en japonais ou des vannes nulles, il y a des gens qui viennent lui faire des suggestions, etc. Mais encore, on a un autre épisode qui était assez surprenant quand on l'a vu, qui représente justement la trahison d'Akechi Mitsuhide, qui provoque la mort de Nobunaga, sauf qu'ils ont casé une référence à Your Name de Makoto Shinkai dedans. Parce qu'effectivement, on a à gauche Toyotomi Hideyoshi, donc en singe, et Akechi Mitsuhide juste à sa droite, qui échangent de corps. Avec des tatouages sur la joue. Hein. Voilà, et c'est comme ça qu'en fait Hideyoshi apprend qu'il y a un complot qui est en train de se passer, parce que lui il est en campagne militaire à l'autre bout du pays. Et juste après, on a droit à un plan du Honoji avec la comète de Your Name. Voilà. Donc, voilà, comme toute œuvre qui s'appuie énormément sur la référence, notamment la référence comique, en fait, son efficacité, elle tient surtout du fait qu'on comprenne la référence. Donc, par conséquent, c'est un des styles les moins accessibles au public néophyte, et particulièrement à nous, les étrangers qui regardent des animés, puisque justement, on n'est pas forcément très calés dans ce domaine, et c'est aussi un peu pour ça qu'on fait cette conférence, on va bien vous l'avouer. Mais après, il y a aussi tout un autre panel d'œuvres, c'est celles qui simplement utilisent un décor comme tant d'autres pour mettre une œuvre qui n'a pas beaucoup de liens au final avec la trame historique. Donc là, vous pouvez voir notamment Nobunaga en haut et Jeanne d'Arc en bas, dans une série qui s'appelle Nobunaga the Fool, que vous avez peut-être vu, qui date de 2013 ou 2014. 2013, il me semble. Qui est une série qui mêle en fait des figures historiques pour une histoire de mecha, où s'oppose la planète de l'Ouest avec des figures historiques de l'Ouest comme Jeanne d'Arc, Léonard de Vinci, et la planète de l'Est avec Oda Nobunaga et des autres célébrités. Donc là on a parlé de Nobunaga, mais on retrouve aussi Akechi Mitsuhide, Toyotomi Hideyoshi, ils sont tous là. Voilà. Parce qu'en fait il y a un intérêt assez évident, c'est que à partir du moment où on utilise une période que entre guillemets, les jeunes japonais connaissent au moins dans les grandes lignes, on n'a pas besoin vraiment d'expliquer le contexte, on y va pleine balle avec des personnages hauts en couleur. Ouais, dites-vous, finalement c'est un peu comme nous à l'école, on a tous vu le siècle des Lumières, à l'école ils ont forcément vu l'époque Sengoku. Sauf qu'on n'a pas vu Voltaire se fighter avec Montesquieu. Et d'un côté on n'a pas vu, voilà, c'est ça. Et on n'a pas vu non plus Nobunaga écrire des écrits philosophiques malheureusement, ça aurait été très intéressant.
On a aussi un autre aspect, c'est les films de Kurosawa, il en a fait un certain nombre d'historiques, mais au sein de ces films-là, il y en a un bon paquet qui en fait font aucune référence à des seigneurs, à des pouvoirs en place. C'est simplement un cadre de scène. Il va présenter des paysans, des samouraïs qui vont du coup résoudre une situation particulière qui n'a pas tant que ça de lien avec les intrigues des seigneurs. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est qu'en se fixant sur un village, une région, il montre des personnages qu'on ne voit pas vraiment apparaître dans les fictions, des intrigues des seigneurs, parce que le peuple n'est pas un personnage vraiment présent. Oui, si, en général, même dans des séries qui sont très positives, comme Nobunaga no Shinobi pourrait l'être, quand vous voyez le peuple, que ce soit des soldats anonymes ou des gens dans les villages, c'est souvent pour mourir. Donc c'est une représentation assez rare et qui est assez intéressante de la part de Kurosawa. Et évidemment, il y a quand même une certaine historicité des costumes et autres, mais bon, c'est pas non plus la priorité absolue. Et c'est suffisamment important intemporel, disons, pour que n'importe quelle personne qui a 3 notions du Japon féodal, il va pouvoir suivre l'histoire, il va pas être perdu à se demander qui est qui et qui veut assassiner qui. Mais malgré tout, on peut quand même être confronté à des œuvres qu'on peut considérer comme difficiles d'accès. Parce que autant des séries comme Nobunaga no Shinobi, comme c'est des séries comiques, on peut toujours y trouver un compte, même si on n'est pas spécialiste ou historien. Et puis en plus, celui-là se veut très didactique, voilà, dans l'histoire. Mais par exemple, un truc comme Sengoku Basara, qui est donc pour rappel une licence de jeu vidéo adaptée en animé, si je me trompe pas. Animé, manga, drama, à peu près tout ce qui se fait. Voilà. Qui reprend alors toute la galerie de personnages, donc des personnages très connus avec des batailles clés, mais qui va pas vous expliquer grand-chose et qui va pas faire de l'histoire en tant que telle. Vous allez juste qu'en plus la réalité historique, ils s'en fichent un petit peu, c'est-à-dire qu'ils prennent quelques éléments et puis ils se permettent de mettre des personnages qui n'étaient pas du tout là à la base, de les mixer et de faire d'autres choses. Donc il y a des anachronismes partout. Enfin voilà, vous avez Date Masamune et Sanada Yukimura. Parce que ça, du coup, c'est contre les généraux. C'est leur duo principal. Voilà. Ils inventent une rivalité entre ces deux-là. Ils vont revenir partout, même s'ils n'étaient pas du tout à ces endroits-là au cours de l'histoire. Et on trouve derrière quelques autres généraux. Ils vont présenter Nobunaga, ils vont présenter Takeda Shingen. Mais après, on va juste vous trimballer, vous parler des clans, des provinces, des capitales, sans jamais vous avoir dit exactement qui est qui. Donc c'est littéralement du fanservice pour les fans de l'époque Sengoku, puisqu'il y a des otaku de l'époque Sengoku au Japon, peut-être en France aussi, on aimerait bien les connaître. Voilà. Mais après, vu que ça reste un animé, entre guillemets, ce qu'on pourrait presque considérer du front au niveau de la représentation des combats, c'est pas non plus un problème pour suivre, mais bon, on passe forcément à côté de tous les clins d'œil qui sont laissés. Par exemple, là, on voit Takeda Shingen encore une fois à gauche, et on aperçoit sur son bras gauche un des symboles de la devise qu'on citait juste avant, et le spectateur averti pourra remarquer au cours de la scène en fait tous les symboles de la devise qui sont sur chacun de ses membres. Voilà. Maintenant, le décor de la période Sengoku, il peut aussi offrir des twists un petit peu originaux et à des genres qu'on ne s'attend pas trop. Notamment, on a le cas du manga Le Chef de Nobunaga. D'ailleurs, je tiens en passant à remercier un petit peu le traducteur français de ce manga qui s'appelle Fabien Daban, qui aurait dû un peu participer à cette conférence, mais qui a eu des grosses contraintes d'emploi du temps, mais qui a aidé à sa conception notamment. Donc on profite pour le remercier. Il a notamment traduit, c'est un passionné d'histoire qui a traduit des mangas pas forcément liés à l'histoire, comme Medaka Box aussi. Hommage à lui. Voilà, il a traduit la deuxième partie de Medaka Box, donc il faut beaucoup de courage. Mais donc, dans Le Chef de Nobunaga, qui est donc un manga de Mitsuru Nishimura et dessiné par Takuro Kajikawa, où en fait un cuisinier de notre époque se retrouve à cuisiner pour Nobunaga. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il se retrouve, il sait pas trop pourquoi, il est un petit peu amnésique, mais bon, il se retrouve là-dedans, il a des connaissances sur la cuisine d'aujourd'hui, la cuisine occidentale notamment, et le manga est vraiment axé sur la cuisine de l'époque. Il va faire les marchés, il va se dire c'est bête, j'ai pas mes patates douces, j'ai pas ma sauce soja, comment je fais? Et en fait il va créer de toutes pièces ces trucs là et donc il y a des passages d'explication. Là on vous explique comment il a fait une sauce soja en trichant avec de la sauce miso au XVIIe siècle. Voilà. Et pour impressionner justement Imagawa Yoshimoto et dire que même à la cour impériale il y a des meilleures choses dans le monde que sa cuisine. On a du coup la présentation comme un vrai manga de cuisine du repas à chaque fois. Il nous présente tout ce qu'il a cuisiné. Et même en bonus du manga, on vous présente quelques recettes pour faire chez vous qui ont été présentées au cours du tome. Mais après, que serait un manga de cuisine sans les réactions exagérées au moment de manger des plats? Il y avait ça aussi à l'époque Sengoku, apparemment. Et donc, en fait, en mélangeant cette histoire de cuisinier aux intrigues politiques, en fait, ça offre une multitude de situations où, en fait, les plats que Ken, qui est donc le cuisinier, va préparer, vont en fait
symboliser des émotions ou des événements à transmettre à celui qui va les goûter. Ils vont lui dire par exemple, il faut que tu le rendes joyeux pour que pour qu'il nous dise ses vraies intentions. Il va falloir là du coup impressionner le shogun par sa cuisine. Après il va falloir faire manger des spécialités d'une province pour faire accepter qu'il va marcher militairement sur le clan. Bon, c'est parfois un peu alambiqué, mais à chaque fois le cuisinier Ken va devoir se creuser les méninges pour trouver le plat qui correspond parfaitement à la situation qu'on lui a donnée. Mais après, c'est aussi, ça marche aussi très bien parce que la référence historique, c'est pas vraiment le but dans ce type d'œuvre. Et beaucoup de personnages en fait dépassent les simples archétypes qu'on leur prête. Ici, Nobunaga, il n'est pas juste montré comme un grand démon barbare, il est très dominateur, très calculateur, très intelligent. Et là où Hideyoshi, c'est pas juste le singe, c'est quelqu'un de très rusé, mais très loyal, très maladroit aussi. Et parfois un peu maladroit. Ce sont des vrais personnages qui ont une épaisseur et pas simplement des références. Mais après, du coup, vu que c'est pas le but, ils expliquent pas forcément en profondeur les enjeux de la période Sengoku. Ça présente simplement des clins d'œil, et du coup, elles évitent de se diriger uniquement vers un public bien connaisseur, et elles restent accessibles à tous. Mais en faisant cela, elle propage malgré tout l'imagerie principale, les grandes figures, des événements clés. Donc elle participe aussi à démocratiser cette connaissance auprès d'un nouveau public qui pourra éventuellement s'intéresser aux œuvres davantage de niche. Et donc on va attaquer un des derniers types d'usage de la période Sengoku qui est très 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 utilisé, on va dire de façon moderne, enfin très récemment, oui. Qui est d'ailleurs aussi pour d'autres périodes historiques, qui est la réinterprétation. C'est-à-dire, en fait, en général, c'est des œuvres qui sont basées du coup dans un Japon féodal mais alternatif, où justement on va incorporer un personnage de notre époque, où là la référence est du coup posée très très loin, parce qu'on propose une trame narrative qui est accessible aux néophytes qui s'intéressent un tant soit peu un minimum à la culture. Et en fait, c'est des choses qu'on retrouve par exemple dans les adaptations de ce qu'on appelle l'isekai, qui est très présent dans les light novels depuis une quinzaine d'années. Les mondes alternatifs. Voilà, où en gros, voilà, on se retrouve dans un monde alternatif. Il y en a eu beaucoup qui ont été adaptés par ailleurs en animé ou en manga récemment. Et on peut le considérer à la fois comme un genre ou comme simplement un procédé narratif, mais en fait, c'est très populaire tout simplement parce que c'est très simple. On reprend, il n'y a pas forcément besoin d'écrire beaucoup de choses parce qu'on reprend beaucoup de choses qui existent déjà, qui sont de l'histoire, des vrais éléments historiques réels. Et on va juste les mixer au plaisir de l'auteur pour faire une nouvelle histoire. Et on a parlé du chef de Nobunaga, il n'est pas tout à fait quand même dans la même veine, même si on se dit c'est jamais qu'un personnage de notre histoire qu'on envoie là-bas, parce que le chef de Nobunaga, son but, c'est comme on disait, c'est pas l'histoire, ça reste vraiment totalement centré autour de la cuisine, alors que les œuvres qui sont vraiment dans la réinterprétation, leur on va dire seul propos à part un petit peu d'aventure, c'est vraiment de faire des vannes autour d'événements précis de la période Sengoku. Voilà, on peut citer notamment, on en a rapidement parlé, Oda Nobunaga no Yabo, où c'est un lycéen qui, comme par hasard, est un fanatique absolu de la période Sengoku qui se retrouve à la période, sauf que comme c'est bizarre, tous les personnages historiques sont des femmes, ou presque. Notamment Oda Nobunaga devient Oda Nobuna. Voilà, et en fait, il va rejoindre le clan Oda en prenant la place de Toyotomi Hideyoshi, parce que le pauvre Toyotomi il est mort en bataille, et donc il prend sa place et il va jouer son rôle. Mais comme il s'attache quand même un petit peu aux personnes du clan, il va essayer d'orienter l'histoire vers le futur le plus optimal, le moins sanglant possible. Et déjà, le nom du light novel est une référence à un jeu vidéo qui s'appelle Oda Nobunaga no Yabo. Voilà, qui est en fait une vieille série de jeux de gestion consacrée uniquement à cette période-là de l'histoire. Et aussi, du coup, ce que vous voyez derrière, c'est une série, alors c'est un drama qui était aussi adapté en animé, qui s'appelle Nobunaga Concerto, où, encore une fois, un lycéen. Mais pareil, c'est un manga qui a fait tout le circuit animé, drama, film. Oui. Oui, il y a eu un film qui a fait la suite du drama, en effet. Tout à fait. Mais sauf que là, cette fois, c'est un lycéen qui ne connaît absolument rien, mais rien du tout à la période Sengoku, qui se retrouve là-dedans, nez à nez avec un Nobunaga qui est à moitié mort et qui, du coup, prend sa place. Parce qu'il a eu le malheur de sécher en cours d'histoire, sauf que quand il se retrouve face à Nobunaga, il emmène pas large. Voilà. Et en fait, effectivement, le Nobunaga, dans cette version du Japon, est très fragile de santé. Et il cherche juste une porte de sortie. Il tombe sur un type qui lui ressemble, mais trait pour trait. Donc il dit on va échanger de place. Tu vas jouer le rôle de Nobunaga. Tu vas te démerder. Mais on voit que ce pauvre héros catapulté là-dedans, il a quand même beaucoup de mal à s'adapter. Il a notamment les conseils militaires, c'est pas trop son truc. Mais le vrai Nobunaga, il revient quand même un petit peu aider le clan Oda
sous l'identité justement d'Akechi Mitsuhide, Qui, pour rappel, est celui qui l'a tué. voilà, dont on parlait juste un peu avant. Et du coup, ça propose une vision un petit peu originale de l'assassinat de Nobunaga dans la véritable histoire, parce que en fait, il est resté relativement sans raison dans les textes historiques. Et là, on te dit, en fait, simplement, c'est le vrai Nobunaga qui reprend sa place. Ouais, donc, en faisant intervenir des personnages un peu modernes, le but de ces fictions-là, c'est principalement de faire ressortir un peu le décalage historique, le décalage de mentalité entre cette époque et la nôtre, en bien comme en mal pour les deux périodes. Et par exemple, on voit le jeune lycéen, il va avoir du mal avec tout ce qui est militaire, et surtout le rapport à la mort, le rapport à tuer quelqu'un, que ce soit un soldat ou autre, va être très exploré en général. D'un coup, on lui met un sabre dans la main et on te dit vas-y, tue-le. Voilà. C'est pas facile. Quand à l'époque, c'était un peu plus monnaie courante. Était au lycée Et du coup, maintenant, on va essayer d'explorer un petit peu des raisons à ça, parce qu'on pourrait se demander pourquoi ils sont tant fascinés par une petite période historique qui est apparemment marquée par ces personnages, mais qui est très courte en termes de durée. Parce que comme on le voyait, la période Sengoku, au point de vue purement administratif, c'est une 30aine d'années. Après, dans l'imagerie, ça regroupe à peu près une 100aine d'années. Mais ça reste très très peu face à l'histoire du Japon qui est largement remplie. Et pour ça, en fait, il faut aussi se remettre un peu dans le contexte de l'histoire du Japon. Et il faut se dire qu'il y a une culture du roman historique ou du journal historique un peu fondateur qui est très 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 ancrée dans l'histoire du Japon, en fait. Parce que si on remonte un petit peu aux origines, le Japon a été fondé autour des 3e, 4e siècle après Jésus-Christ, en gros. Et à l'époque, c'était vraiment dans l'influence de la culture chinoise. Donc ils ont souhaité en fait vraiment se créer leur propre identité, se séparer de cette mainmise chinoise. Et donc ils ont les plus vieux textes qu'on a, le Kojiki Nihon Shoki, c'est des récits qu'on pourrait considérer comme fondateurs, qui fixent une cosmogonie purement japonaise, qui considèrent que l'empereur est de filiation divine, parce que c'est toujours mieux comme ça. Et d'ailleurs, assez drôle, c'est que justement, des trucs qui établissent, qui limite créent la culture japonaise, étaient rédigés en chinois. Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas encore de caractère vraiment japonais. Parce que ce qui est devenu le japonais, l'ancien japonais, c'était la langue du peuple. Les nobles, ceux qui comptaient vraiment dans le monde, ils parlaient chinois. Voilà, le japonais a été pendant très longtemps une langue uniquement parlée, ce qui n'aidait pas vraiment les choses. Et donc ça permettait, comme on le disait, d'affirmer la culture japonaise. Et dans cette continuité, il y a eu plusieurs ouvrages qu'on a groupé sous le style littéraire du Monogatari, l'histoire littéralement. Rien à voir avec le light novel, on vous rassure. Voilà, parce que sinon ça deviendra beaucoup trop compliqué. Et ça a été notamment écrit entre le 9e et le 11e siècle, et pareil, ça pose du folklore, ça pose des légendes. On peut citer notamment un ouvrage du 10e siècle qui parle d'un coupeur de bambou, mais qu'on connaît davantage sous le nom du conte de la princesse Kaguya. Donc elle a été là aussi adaptée un nombre assez incalculable de fois au théâtre, au cinéma, en film d'animation, et ça fait vraiment partie intégrante du folklore japonais. Voilà, c'est ça, c'est des œuvres qui sont très classiques, mais qui sont très régulièrement rééditées ou réadaptées dans d'autres médias, dans un japonais moderne évidemment, et qui sont du coup devenues très accessibles, et qui continuent de vivre encore dans l'imaginaire japonais, et du coup ça permet aux auteurs d'utiliser des références qui deviennent très largement connues dans ces... de réutiliser cette imagerie, de faire un peu de la subversion de ces codes. Après, au niveau des écrits purs et durs, dans ce qui concerne la période Sengoku, on a eu quelques récits biographiques des militaires. On a notamment pour Nobunaga la biographie de Nobunaga, écrite par un de ses suivants, qui a compilé ça au début du XVIIe. Donc là, c'est l'unique traduction non japonaise, c'est un peu compliqué. Mais malgré tout, ça reste assez présent dans la culture japonaise, parce que y a régulièrement des rééditions dans un japonais vraiment accessible aux lecteurs d'aujourd'hui, qui tentent de mettre à son niveau tout ce journal. Et en fait, comme on le voit, quel que soit l'écrit, il y a vraiment une continuité, une réécriture pour continuer de rendre accessible aux jeunes d'aujourd'hui une culture qui est vieille de plus d'un siècle. Mais donc, en passant, donc là, on a des phases plutôt de création de ce qui va être référencé. Mais en fait, les références, c'est d'ailleurs pas si moderne que ça. Mais bon, l'écriture de romans historiques, on sait, c'est une très vieille passion japonaise. Il y a un roman qui est très très connu qui s'appelle le Genji Monogatari en japonais, qui a été traduit en français au début du XXe siècle, qui s'appelle le Dit du Genji. Qui date du XIe siècle. C'est peut-être même le premier roman qui aurait existé. Certains disent que c'est le premier roman psychologique. Voilà.
Et ce roman se passe aux alentours du 9e siècle avec beaucoup d'intrigues, des personnages qui se croisent, etc. C'est un roman de cour en fait, parce que c'est une dame de la cour qui l'a écrit, qui le diffusait en fait en feuilleton auprès des autres dames de la cour, et qui racontait effectivement les intrigues de princes, de concubines. Et lui aussi, il a été à son tour adapté énormément de fois. Là encore, au cinéma, au film d'animation, il a été réécrit en manga pour retravailler un petit peu l'histoire. Et ce qui est drôle, c'est que rien que ça, qui est censé être le premier roman, faisait déjà des références, puisque beaucoup des personnages discutaient en faisant référence à de très anciens poèmes. Donc l'art de la référence est aussi très très ancien. Parce que quand on est un noble japonais, on parle en poème chinois. Qui l'aurait cru. Et donc cette représentation du passé, elle a évidemment eu beaucoup de traits dans la culture moderne, on l'a vu avec les animés et des trucs comme ça, mais évidemment aussi avec le cinéma, notamment un genre qui s'appelle le Jidaigeki, qui sert en gros... Qui est littéralement film d'époque. Voilà, les films d'époque, on pourrait traduire par film historique, ouais. Avec des films à trame qui se passent très généralement pendant la période Sengoku ou à la fin du shogunat Tokugawa. Et là, on a parlé d'Akira Kurosawa tout à l'heure avec des films comme Kagemusha ou des choses comme ça. Parce que, en fait, notamment, Kagemusha s'inspire de la vie de Takeda Shingen, encore lui, comme quoi il a marqué. Et il y a un truc assez original, c'est qu'il y a un autre de ses films, Ran, qui en fait transpose une tragédie de Shakespeare dans un Japon féodal, tout en s'inspirant d'une légende sur un grand général de cette époque. Donc comme quoi on n'est plus à ça près niveau mélange. Et forcément c'est aussi la période Sengoku une période propice au récit, parce que comme c'est une période de guerre civile, des intrigues il y en a partout, on a tous les ingrédients qu'il faut pour faire une bonne fresque épique. On a des alliances, des trahisons, des mariages, le thème de la loyauté et du devoir. Il n'y a pas vraiment besoin de chercher, de se creuser la tête pour créer des rebondissements et un bon récit. Ils n'avaient rien besoin d'inventer s'ils voulaient faire un Age of Empires ou un Civilization. Tout était déjà là, il n'y avait pas de problème. Après, on pourrait aussi considérer que parler de la période Sengoku, ça permet aussi de parler de l'histoire sans vraiment aborder le XXe siècle, la période Showa. Ça, par contre, ils n'en sont pas encore là pour en parler. Voilà, donc on pourrait se dire aussi c'est une période qui les arrange bien parce qu'elle montre la force du Japon, de certains héros militaires japonais. On peut considérer que c'est une période relativement positive du Japon. Voilà, malgré la barbarie, et on se comprend aussi pourquoi ils l'évoquent pas forcément. Bon, après aussi, romancer et idéaliser une période, c'est loin d'être l'apanage du Japon. À peu près tous les pays l'ont fait. Rien que pour parler des Français, il y a aussi chez nous une grande fascination pour les personnages comme Louis XIV ou Napoléon. On va passer à un autre aspect qui est très important, qui est l'évolution, et aussi un des biais de cette évolution, c'est l'exportation de tels récits aussi. C'est nous. Voilà, comment on fait pour les connaître. Et justement, on va parler en premier lieu d'une évolution des supports et donc des représentations tout simplement. Parce que vous le savez, il y a de plus en plus de mangas, d'animés, et donc de plus en plus qui de fait couvrent aussi cette période-là. Forcément, la proportion n'augmente pas forcément, mais on se retrouve avec beaucoup plus d'œuvres qui en parlent. Et du coup, il bénéficie de l'évolution des codes du manga ou de l'animé lui-même, autour du trait du dessin, de la mise en scène et même de la narration. Ouais, mais là, du coup, c'est vraiment lié au format, c'est pas tant que ça un changement de regard sur la période. Par exemple, on les citait juste un petit peu avant, on peut pas vraiment comparer le manga de Mitsuteru Yokoyama sur Takeda Shingen, à gauche, et le chef de Bunaga écrit 20 ans plus tard. C'est pas la même histoire, mais ça c'est juste lié au changement d'habitude des auteurs de manga. Bon, ça dépend quand même vraiment du support, parce qu'on parlait justement du jeu vidéo de gestion, l'ambition d'Oda Nobunaga, donc Oda Nobunaga no Yabo, qui est commencé quand même en 1983, et elle n'a pas vraiment évolué dans son propos, parce que ça reste un jeu de gestion. Ouais. Parfois c'est limité par le support. Voilà, le dernier il date de 2013, vous pensez bien qu'en 30 ans, la façon de faire des jeux vidéo a complètement changé, les systèmes sont complexifiés, ça va plus loin, mais par contre l'histoire, elle n'a pas changé d'un iota en 30 ans, c'est toujours la même. Un cas qui est intéressant et qui est très populaire au Japon aussi, c'est ce qu'on appelle le Taiga Drama, qui désigne en fait des dramas annuels diffusés sur la chaîne NHK au Japon, et qui sont à thématique historique, et cela depuis déjà 50 ans. Donc, et en fait, ils se rendent compte qu'après une diminution continue des audiences, les dernières itérations de ce truc-là, elles ont cherché un peu à renouveler l'imagerie historique ou à proposer des sujets qui étaient plus appréciés par le spectateur lambda du 21e siècle en fait. Par exemple, en proposant une image un peu moins machiste qui laisse une plus grande place à la femme. Par exemple, là on a celui de 2002, Toshie Tomatsu, qui en fait parle de Maeda Toshie, un des grands généraux d'Oda Nobunaga, et donc de sa femme. Et c'est centré autour du couple, montre le rôle prépondérant de sa femme au cours de sa vie, notamment de conseils et d'organisation. Bon, les audiences sont pas vraiment remontées, mais ça montre quand même un changement de perception et une évolution aussi des mentalités par le support. Voilà. Et là on fait une petite entorse, mais c'est pour bien montrer que un format aussi établi que le Taiga Drama change, parce que on a Hatsuhime en 2008, qui là du coup parle de l'époque d'Edo, c'est un peu en dehors, mais là c'est vraiment une femme d'un clan provincial
qui se retrouve femme du shogun un peu du jour au lendemain. Et le drama montre l'évolution de son quotidien, les codes qu'il s'impose à elle, la pression qui est sur ses épaules et son quotidien. Et ça marchait aussi pour Nobunaga Concerto. On en a parlé. Le Nobunaga Concerto, il est vieilli, il est malade, il est affaibli. C'est très rare de le voir comme ça. Souvent, il est montré comme le guerrier démoniaque ou le fin tacticien, rarement comme à moitié mort ou dans la défaite, dans une représentation négative. Et donc, en le représentant comme ça casse l'image traditionnelle. Et justement, il y a une journaliste cinématographique japonaise qui s'appelle Kaori Shoji, qui avait fait des articles sur ça. Et ce renouvellement d'image, selon elle, est couplé à une place plus grande laissée à l'humour, en opposition au ton habituellement très sérieux, qui permet du coup de toucher un nouveau public. Et d'ailleurs, ça souligne dans l'article que le film Nobunaga Concerto qu'on évoquait a réussi à se placer à la 6e place des films les films japonais ayant le plus d'entrées en 2016, donc juste, populaire, ouais. Entre guillemets, juste après Your Name. Oui. Bon, évidemment, du coup, on va en parler. L'exportation de ces travaux, vous comprenez bien qu'elle est de base très difficile. Il y a des écueils qui sont évidents, la traduction, l'adaptation, parce qu'un public qui n'a potentiellement même jamais entendu parler de Nobunaga de la période Sengoku, peut-être il y en a quelques-uns ici, c'est pas un problème. Du coup, ça devient très très compliqué de leur faire comprendre et de traduire des mangas. Tout simplement de leur rendre accessible ce qu'on essaie de faire passer. Aussi qualitatif ce soit. C'est parce que tous les équipes de traduction n'ont pas des historiens attitrés. Ça demande parfois un petit peu de recherche. Parfois, malheureusement, ce travail, pour des contraintes évidentes, il est partiel. Donc, quand on connaît, ça fait un peu on a un peu mal en lisant ça, mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du truc. Et d'un côté, c'est pas forcément très pratique pour le lecteur d'avoir 10 pages de notes de traduction ou de notes historiques pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Là, ça paraît un peu méchant comme ça. On a mis les notes de fin de volume qu'on trouve sur les Drifters, qui expliquent les personnages qu'on cite, les batailles auxquelles on fait référence. Alors ça peut paraître effectivement pour un lecteur lambda un petit peu pénible à lire, mais ça a l'avantage d'être très bien écrit et de vraiment mettre de manière claire les événements clés. Mais le fait que la culture japonaise se démocratise de façon globale, particulièrement dans un pays comme la France d'ailleurs, notamment pour un public qui est relativement jeune, peut aider à la compréhension, parce que justement ils baignent un peu plus dans la culture japonaise et de facto ils vont baigner un peu plus dans la période Sengoku aussi. Parce que par exemple, on a bien vu le succès d'un truc comme Yokai Watch qui pourtant se place sur quelque chose d'extrêmement référentiel au Japon. Bon, aujourd'hui, dans les années 2010, c'est possible chez nous. Et en plus, on a de la chance d'avoir justement des mangas qui arrivent et des animés qui arrivent. Des séries, il y a eu plein de séries avec Nobunaga dans le nom. Et on se disait, mais comment ça se fait qu'il y en a plein d'un coup qui débarquent? Donc Nobunaga, Nobunaga the Fool, Nobunaga no Shinobi qui sortent de nulle part. Et ça, justement, le fait que ça arrive en France, même si 3 personnes les regardent pendant un an, ça participe à cette démocratisation. Et parce qu'effectivement, on parlait des mangas, il y en a de plus en plus qui arrivent en France. Les animés sont aussi de plus en plus diffusés en simulcast en France également. Alors, en manga, notamment, on pourrait citer Drifters, par l'auteur de Hellsing, qui a eu son adaptation animée relativement populaire, qui fait intervenir des figures historiques, notamment de l'ère Sengoku et d'avant et d'après. Mais après, par exemple, pour une œuvre comme Drifters, comme c'est centré sur, même si ça joue beaucoup sur l'interaction entre les personnages historiques, l'histoire qui est racontée en elle-même ne nécessite pas une connaissance encyclopédique des personnages. Et du coup, le risque aussi, c'est du coup, comme dans une série comme Oda Nobunaga no Yabo, c'est d'avoir un, voire plusieurs épisodes consacrés uniquement à l'exposition. Juste pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe, parce qu'ils essayent de s'adapter aux néophytes. Et du coup, c'est pas forcément agréable, 1 pour le lecteur averti, 2 pour celui qui recherche un récit construit dès les premiers épisodes. Parce que par exemple, pour le premier épisode d'Oda Nobunaga no Yabo, c'est vraiment 20 minutes, on va présenter tous les personnages. Et alors ils ont voulu être précis, c'est bien, mais par contre, ils vous balancent à peu près tous les noms qu'ils ont portés au fur et à mesure de leur vie. C'est pas forcément super accessible. On va passer à la conclusion de cette conférence. Bon, on va le dire clairement, cette conférence, elle n'a pas vocation à être défaitiste. On n'est pas là pour vous dire c'est compliqué à comprendre, vous serez largué parce que vous n'avez pas fait de cours d'histoire au Japon. Non, on veut clairement être positif là-dessus, mais ce qu'on peut facilement constater, c'est que c'est un sujet qui passionne par nature le Japon et ses créateurs pour des raisons à la fois historiques et à la fois culturelles, comme on l'a dit avant, parce que c'est des périodes qu'ils connaissent, mais qui ont en plus plein d'aspects intéressants en termes narratifs, en termes de personnages et tout ce qui s'ensuit. Et sans aller jusqu'à citer Joseph Campbell en disant que chaque histoire est exactement la même et que ça suit tout le schéma narratif, on peut quand même qu'admirer à quel point la période et le contexte sont adaptés pour absolument tout et n'importe quoi en termes de genre, en termes de situation. Mais là où on pourrait croire à une simple passion nationale, on voit aussi quand même une nette fascination pour, justement, on l'avait dit, la comédie et la référence, autant le symbolique que pour la vanne, mais aussi pour les figures historiques. Et ça, c'est déjà beaucoup plus simple à comprendre qu'on puisse s'intéresser à des figures historiques pour faire un récit narratif.
Et forcément, pour chercher à prendre la mesure de l'influence qu'a eu la période sur la culture d'aujourd'hui, c'est un sacré défi, mais bon, c'est pas insurmontable. Et d'ailleurs, en cherchant un peu, vous pourrez sans doute trouver des clins d'œil aux personnages qu'on a cités dans des mangas que vous avez lus, dans les animés que vous avez vus. Et d'ailleurs, pour n'en citer qu'un, si vous avez un peu suivi One Piece, vous pouvez déjà cocher celui-là. Oui. Mais on vous encourage quand même à pas avoir peur, justement de pas comprendre certaines références historiques pour des séries comme Nobunaga no Shinobi ou Le Chef de Nobunaga, qui sont vraiment axées sur la démocratisation de cette connaissance. Pour conclure, il faut quand même souligner à quel point justement toutes les exploitations de cette période, des récits narratifs ou non, qui est pourtant très courte, ils gagnent en variété, en genre, en style et en accessibilité au cours du temps. Et ça, on peut que s'en féliciter. Et on peut donc espérer que chacun d'entre vous ici trouve un jour une œuvre liée à la période Sengoku qui lui plaise, parce que nous, on considère que du coup, l'histoire a un avenir. Merci pour votre écoute.